Bonjour à toutes et à tous, que vous soyez présents chez Léonard ou en ligne. Je suis Pierre Bernard, donc je vais modérer cette nouvelle séquence du festival Building Beyond sur le thème de l'adaptation face aux défis climatiques. Je suis responsable de projet d'innovation collaborative chez Léonard, ce qui veut dire on crée les conditions de collaboration pour des projets partenariaux innovants, que ce soit entre les entreprises du groupe Vinci, dans la participation de programmes de recherche ou dans l'animation aussi de communautés d'intérêt entre acteurs publics, privés et académiques, notamment via l'association Rêve de scène urbaine, laquelle Vinci est présidente. Et un des fils rouges de nos projets que nous portons est la question de la rénovation énergétique. C'est d'ailleurs un sujet en plein au cœur de notre festival Building Beyond, puisque quand on parle d'adaptation face aux défis climatiques, on parle aussi d'adaptation des bâtiments existants. C'est inséré finalement dans le cadre du pacte vert pour l'Europe, d'accélérer la filière de la rénovation en France. Et bien que les politiques publiques finalement aient impulsé une dynamique à l'échelle de la France avec, depuis 2020, 1,5 million de logements déjà rénovés, on est encore loin des objectifs européens, tant quantitatifs que qualitatifs. Puisque la filière fait face encore à de nombreux défis, que ce soit la complexité des solutions techniques de la rénovation, l'accompagnement des maîtrises d'ouvrage, l'ingénierie financière des projets, et surtout la question de la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur. Et il est vrai que l'investissement financier ne suffira pas à lui seul pour accélérer et transformer la filière. On a également besoin de talents qualifiés ou prêts à être formés pour élever ce défi, la rénovation énergétique. On estime environ le besoin en emplois supplémentaires sur la rénovation entre 170 000 à 250 000 emplois d'ici 2030 sur le sujet de la rénovation énergétique. Et pour en parler mieux que moi et mieux que nous sur la question de ces besoins en compétences et poser un diagnostic de ces besoins, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Schneider, directeur de programme au secrétariat général de la planification écologique, rattaché auprès du Premier ministre. Il nous fait l'honneur aujourd'hui pour cette séquence de présenter les premières orientations de la stratégie emploi et compétences de l'État pour la planification écologique, publiée en février dernier. Il nous expliquera la démarche qui a permis de fixer les objectifs quantitatifs et qualitatifs pour la filière, et il nous partagera quelques pistes envisagées pour mobiliser les acteurs économiques et territoriaux pour mener cette transformation. Alors, n'hésitez pas aussi à poser vos questions sur le chat pour qu'on puisse rebondir après en échange avec Emmanuel. Et puis, je vais laisser la parole du coup à Emmanuel et l'accueillir, et de savoir comment concilier justement les besoins en rénovation et les besoins en emploi pour demain. Merci Emmanuel. Merci beaucoup. Je déteste cette photo, c'est vraiment terrible. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là aujourd'hui pour vous parler un peu des sujets emploi et compétences dans le bâtiment, qui est un peu un des secteurs pilotes pour nous, pour pousser ces sujets, parce que c'est le secteur qui, d'ici 2030, pour les besoins de la transition écologique, aurait le plus besoin de main-d'œuvre additionnelle. Donc ça a été déjà identifié dès le début de la conception du plan comme étant un enjeu, une condition clé de réussite pour atteindre nos objectifs. Sans transition, rapidement, donc pour parler des grands objectifs qui ont été évoqués. Nous, côté SGPE, on a contribué à, en lien avec tous les ministères concernés, bien entendu, à essayer de structurer des stratégies qui permettent d'atteindre un certain nombre des objectifs. On a beaucoup parlé d'objectifs climatiques, gaz à effet de serre, énergie, avec une cible de moins 50% d'émissions brutes et moins 55% d'émissions nettes d'ici 2030 de gaz à effet de serre. Mais il ne faut pas oublier le reste. On a un certain nombre d'enjeux à prendre en compte. Les enjeux de biodiversité, et également, ce qui n'apparaît pas sur cette slide, des enjeux d'économie circulaire, de matériaux et de ressources. Et donc on a l'objectif de concevoir un plan global qui permet d'atteindre et de sécuriser l'atteinte de tous ces objectifs en même temps. Et c'est ça qui est un peu difficile. Donc ce qu'on a fait, c'est ce magnifique Mondrian dans notre langage technique. Donc c'est un ensemble de leviers. Concrètement, bien entendu, toutes ces briques ne sont pas à connaître. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de regarder mesure par mesure
mesure, enjeu par enjeu, qu'est-ce qu'on pouvait atteindre en poussant les curseurs un maximum d'ici 2030. Donc vous voyez par exemple en haut à gauche, vous avez un levier sur l'électrification des véhicules particuliers. C'est moins 11 mégatonnes de CO2 si on électrifie 15% du parc de véhicules d'ici 2030. Et après ça veut dire un certain nombre de bornes, ça veut dire des enjeux pour l'industrie française et européenne. Et donc il y a plein de mesures à faire en sorte, pour faire en sorte que les entreprises et les particuliers puissent acquérir ces véhicules et les recharger, s'en servir, etc. Et donc, enjeu par enjeu, on a constitué des briques qui sont chacune autant d'ensemble de mesures de politique publique pour sécuriser l'atteinte de ces objectifs. C'est sur la partie climat, mais c'est vrai également par ailleurs. Vous voyez d'ailleurs sur la colonne de droite, qui est la colonne du résidentiel, ce qui sont les objectifs de rénovation et de changement de vecteurs de chauffage pour les logements en France. Et donc, c'est un point important puisque c'est moins 28 mégatonnes de CO2 d'ici 2030. Je ne vais pas rentrer en détail dans tout ça, on vous a mis des liens à la fin pour ceux qui veulent en savoir plus sur notre site France Nation Verte pour apprendre en détail quelles sont les mesures, les plans d'action et ce qu'il y a dans la partie bâtiment. Donc je ne vais pas rentrer en détail, mais que vous ayez une idée voilà, de ce plan. Quand on parle du plan SGPE, on fait souvent référence à cette famille de leviers qui sont autant de politiques publiques, de cibles, d'objectifs, de réglementation, de mesures financières qu'on va suivre dans la durée pour être certain d'atteindre ces objectifs à horizon 2030. Pour parler un peu du sujet emploi et compétences, ce qu'on a commencé à faire et ce qu'on va améliorer, c'est de regarder brique par brique, concrètement, c'est quoi l'impact en emploi de chaque brique. Est-ce que ça va plutôt créer des emplois? Est-ce que ça va en détruire un peu? Est-ce que ça va demander des évolutions de compétences fortes? Si oui, quel diplôme, quelle famille de métiers? Et de regarder ce que ça veut dire brique par brique, secteur par secteur. C'est comme ça qu'on a un peu estimé que environ 8 millions d'ETP sont concernés directement par ces leviers de décarbonation. Ça ne veut pas dire que tous les autres métiers ne sont pas concernés, c'est juste qu'un certain nombre de métiers ne sont pas en lien direct avec certains leviers de décarbonation. Par exemple, vous ne voyez pas le secteur du tourisme dedans, alors qu'il y a de forts enjeux d'adaptation au changement climatique. Vous voyez moins le sujet ici des métiers du numérique, par exemple, alors qu'il y a des enjeux. C'est juste que dans le plan aujourd'hui, on n'a pas encore de levier de décarbonation direct sur le numérique, en schématisant, mais on veut bien entendu considérer tous ces emplois-là. Pareil, les emplois dits du génie écologique ne sont pas dedans. Globalement, on a un enjeu sur le tertiaire encore, mais ça nous permet d'avoir une base de travail pour commencer quelque part. En tout cas, pour des blocs d'emploi assez importants. Sur la base de ces 8 millions, on estime aujourd'hui que les leviers de planification écologique à horizon 2030 pourraient créer de 150 à 200 000 emplois en plus. Là, je parle de création d'emplois par rapport aux emplois existants liés à la planification écologique. Ce qu'il faut savoir sur ce sujet, c'est qu'en fait, il ne faut pas s'intéresser uniquement à la création d'emplois qui sont liés à des nouveaux besoins. On a un sujet plus profond de formation de l'intégralité des actifs progressivement. Et en particulier, il faut qu'on s'attache à faire en sorte que les nouveaux entrants sur le marché du travail qui vont remplacer des départs en retraite, du coup, aient déjà aussi nativement ces nouveaux gestes. Il ne suffit pas juste de trouver de nouvelles personnes. Et donc, globalement, sans rentrer dans les détails de tous les secteurs, il faut qu'on trouve et qu'on forme entre 2019 et 2030 environ presque 3 millions de personnes sur ces secteurs-là, avec des nouveaux gestes, des nouveaux comportements, des nouvelles techniques associées à nos cibles de planification écologique. Et ça, on regarde ça famille de métier par famille de métier, secteur par secteur. Et c'est là où on se rend compte naturellement qu'il y a un certain nombre de métiers qui sont d'ailleurs souvent déjà en tension, qui vont l'être encore plus demain et donc qui méritent une forte attention des pouvoirs publics. Ce qui me fait prendre juste on va dire une rapide incise où, en fait, quand on regarde les sujets emploi et compétences et transition écologique, comme vous l'avez compris, on est souvent déjà sur des secteurs qui sont déjà en tension et en fait, les enjeux de transition écologique rajoutent des difficultés supplémentaires qui sont aussi d'autant d'opportunités pour des salariés de se former, pour des jeunes de trouver des formations qui font sens pour eux, mais ça veut dire qu'au niveau national et territorial, ça a des enjeux d'évolution de la carte de formation pour les demandeurs d'emploi. Il faut mobiliser un peu tout le monde et ça, effectivement, aujourd'hui, en tout cas historiquement, entre les écosystèmes de l'emploi qui forment les demandeurs d'emploi, qui ont des dispositifs pour favoriser le retour à l'emploi, et les dispositifs qui existent et les experts des sujets de transition écologique, ce n'est pas des écosystèmes qui historiquement toujours se parlaient beaucoup. Et donc, charge à nous, collectivement, de faciliter ce rapprochement des deux mondes, parce que parfois, on a des métiers qui sont en tension aujourd'hui, mais qui vont baisser d'ici 2030. Donc, si on cherche à former beaucoup des gens pour des métiers en tension aujourd'hui, dont on a moins besoin demain, on risque d'être tous un peu collectivement perdants dans la durée, puisqu'il faudra reformer des gens après. Sans parler des sujets territoriaux où on ne peut pas demander à des gens de traverser la France pour trouver un autre emploi. Donc il faut aussi favoriser cette adéquation locale. Et donc vous voyez qu'en fait nos sujets
Et c'est un peu comme ça qu'on les prend au SGPE. Donc on arrive avec nos 3 millions de personnes à former, avec des nouveaux entrants et des reconversions. Ça veut dire à peu près, d'ailleurs 90% de ces métiers sont ce qu'on appelle du niveau 3 à 5. Donc c'est CAP au bac plus 2, à peu près. Ça varie un peu selon les secteurs, mais c'est 85 à 90%. Et donc, ça veut dire que globalement, chaque année, il faut qu'on forme dans tous ces secteurs à peu près 225, 230 000 personnes à des métiers d'ouvriers qualifiés, de techniciens dans ces sujets-là. Et c'est ça qu'on peut regarder au niveau territorial, qu'on peut recouper avec la carte de formation existante, qu'on peut recouper avec les données d'apprentissage et voir métier par métier, niveau par niveau, ce que ça donne. Et c'est ça, ces types de travaux qu'on mène dans un premier temps pour essayer de piloter un peu les besoins en formation. Ça, c'est un peu sur la partie quantitative. Mais une fois que j'ai dit, c'est très bien, il faut qu'on forme 20 000 personnes ouvriers qualifiés dans le bâtiment par an d'ici 2030. C'est sympathique, mais après, vous me direz, très bien, ça peut être 20 000, 30 000, 5 000, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Bon. Ce qu'on a essayé de faire collectivement, si j'y arrive, voilà, c'est de proposer, en lien avec tous les ministères, administrations concernées, une forme de méthode à réguler par secteur qui sont une sorte de menu type de toutes les briques à mobiliser pour répondre à ces enjeux. Il n'y a bien sûr pas de méthode ou de martingale parfaite, mais voilà, on a des enjeux à travailler sur l'attractivité des métiers, j'y reviendrai en faisant le focus bâtiment, des enjeux de révision de la formation initiale, tout ça bien entendu catégorie de personnes par catégorie de personnes. On ne va pas aller chercher des décrocheurs du système scolaire comme on va chercher des bac plus 5, des personnes en insertion, des personnes issues de l'immigration, et tout ça on doit, j'ai dit en insertion, et donc tout ça il faut qu'on arrive à différencier nos leviers, nos méthodes de communication, les formations qu'on propose, les formats de formation, puisque c'est bien mais de dire à plein d'artisans du BTP dans des TPE, prenez plusieurs jours pour vous former, quand on sait la perte de chiffre d'affaires que ça représente, et on ne va pas leur proposer des MOOC à suivre à distance chez eux non plus, en fait, c'est vraiment un enjeu majeur d'adapter les formats et les contenus. Et donc globalement, donc là, je ne vais pas rentrer brique par brique, on va l'illustrer par le bâtiment. Notre objectif, c'est secteur par secteur de chiffrer les besoins et de se doter de plans d'action pour y répondre au niveau national et territorial. Si je fais ensuite un focus sur le bâtiment, donc vous en avez certainement déjà beaucoup parlé aujourd'hui, donc je ne vais pas rentrer dans tous les objectifs. On a naturellement des objectifs de décarbonation, de réduction de consommation d'énergie. Il y a le sujet d'artificialisation, en lien avec le sujet construction de logements, et bien entendu un sujet important de réduction de précarité énergétique et de confort dans les habitats qui sont importants. Et lorsqu'on prend tous ces objectifs-là, donc il faut savoir, on vous a remis quelques éléments, les 2/3 des émissions du bâtiment sont liés à l'exploitation des bâtiments, notamment au chauffage au gaz. Donc en fait, c'est un sujet aujourd'hui important où vous voyez tout en bas à gauche, à peu près 58% des émissions directes sont liées au chauffage au gaz. Et donc, c'est à brique par brique de voir comment on agit dessus. Vous en avez probablement déjà connaissance un peu du sujet bâtiment, mais en plus, à nouveau... on l'oublie souvent, mais en fait, 2/3 vient des logements, mais 1/3 du tertiaire, qu'on a aussi tendance à oublier parfois, les bâtiments publics et les bâtiments privés, les bâtiments publics représentant pratiquement la moitié des surfaces tertiaires. Donc, on a beaucoup d'enjeux à prendre en compte. Ce n'est pas uniquement l'enjeu d'écopropriété en Ile-de-France. Donc, en fait, on a beaucoup de sujets et il faut qu'à chaque fois, brique par brique, on ait des plans d'action adaptés et c'est comme ça qu'on travaille le sujet. Ce qui nous a permis à peu près de structurer 7 grands chantiers liés au bâtiment dans notre plan. Une partie rénovation des logements, la réduction de l'empreinte environnementale du tertiaire public et privé, les sujets de la performance environnementale de la construction, le sujet d'artificialisation et l'adaptation. Et vous voyez en bas, tout en bas, un sujet en bleu qui est la montée en compétence de la filière. Parce qu'en fait, aucun de ces objectifs ne peut atteindre si on n'a pas les ouvriers formés en quantité et en qualité, si j'ose dire, dans nos territoires pour répondre à ces besoins. À nouveau, si vous voulez faire rénover votre maison, vous n'avez pas demandé à quelqu'un de faire 1000 km pour faire des travaux de 100 à 200 heures chez vous. Et donc là, de 20 à 200 heures chez vous. Et donc, il faut qu'on fasse en sorte qu'au niveau local, on ait aussi les personnes formées. Et donc, on a ce sujet-là. Ce n'est pas uniquement un sujet sectoriel, c'est éminemment, de manière évidente et fondamentale, un sujet local. Et donc, autour de tout ça, on a naturellement modélisé depuis un peu plus d'1 an les besoins en main-d'œuvre. Et donc là, aujourd'hui, on a à peu près, c'est le chiffre qui a été rappelé dans l'introduction, une fourchette, environ 200 000 emplois supplémentaires qui peuvent être répartis, j'y reviendrai après, de manière très différente selon les territoires, en fonction des départs à la retraite, des besoins en rénovation, de l'âge du bâti. Sachant qu'aujourd'hui, quand on regarde l'intégralité des entreprises du BTP, vous n'avez qu'une minorité qui est labellisée, dite RGE, c'est reconnu garant de l'environnement. Alors, on peut parler longtemps du label RGE, c'est un indicateur parmi d'autres. Quand vous regardez les heures de formation
en formation continue dispensée, vous avez une très faible quantité qui est liée à la rénovation parce que vous avez beaucoup de formations obligatoires qui existent déjà. Le temps de formation est compté pour des ouvriers dans des acteurs, dans des TPE. Et donc, il faut savoir comment réussir à favoriser cette montée en compétences pour répondre aux enjeux de la rénovation. Ici, vous voyez d'ailleurs, quand je parlais de répartition territoriale hétérogène, alors c'est assez peu lisible, mais je fais référence à des travaux de France stratégiques qui sont assez bien connus dans le domaine du bâtiment. C'est que vous voyez tout en haut l'Île-de-France où vous avez un besoin en rénovation énorme avec des nouveaux entrants qui ne suffisent pas à compenser les besoins. Donc vous avez un écart relatif d'un peu plus de 20% entre les besoins nouveaux et les effectifs à date. Donc ça veut dire que c'est assez colossal pour la rénovation. Et vous avez d'autres territoires où le besoin nouveau, par exemple la Normandie, est relativement plus faible, mais il faut quand même former fondamentalement toute la partie orange, c'est des nouveaux entrants. Donc dans tous les cas, vous devez quand même former l'équivalent de 25% des gens qui vont rentrer sur le marché du travail dans ce secteur aux nouveaux gestes. Dans certains cas, vous avez des déséquilibres. La question, c'est où les trouver. Soit vous avez trouvé plus de nouveaux entrants qu'historiquement, ou vous devez trouver d'autres leviers, des reconversions, le sujet immigration dans certains cas, ou alors trouver d'autres viviers RH qui n'existaient pas historiquement. On y reviendra, il y a le sujet de féminisation de certains métiers qui existent. Et donc vous avez un sujet de comment on trouve d'autres gens qui ne seraient pas venus naturellement travailler dans la rénovation des bâtiments. C'est pour ça qu'en fait, collectivement, on a commencé à structurer ce qu'on appelle un plan de montée en compétences de filière. Il n'y a pas d'autres équivalents dans d'autres secteurs qui existent de cette manière, si j'accepte le nucléaire qui a ses propres enjeux. Et donc, on a une mission de coordination interministérielle sur la rénovation des bâtiments, que je salue puisque c'est elle qui a la manœuvre de ce plan avec toutes les administrations concernées. Et donc voilà, eux travaillent sur la manière de faire monter en compétences les filières par rapport aux enjeux que j'ai évoqués, plus de rénovation globale, d'ici 2030, beaucoup d'ailleurs sur le résidentiel et le petit tertiaire. On a 3 axes dans ce plan, je ne vais pas forcément le détailler complètement, on gardera un peu de temps pour les questions-réponses, mais l'objectif, comme j'ai dit, c'est simple, c'est de faire le point sur les formations qui existent, ligne par ligne, quel CAP, quel bac pro, quel BTS, et j'en oublie, et quelles formations continues existent, en quoi ils répondent aux besoins nouveaux. Le ministère de l'Éducation nationale et du Travail ont répertorié aussi plus de 40 formations qui sont en lien avec ça, comment je les fais évoluer, comment je forme les enseignants à ça, et comment je rends les métiers que je veux développer attractifs. Ensuite, il y a le sujet comment je favorise ces nouveaux gestes dont on a besoin ou des pratiques un peu innovantes, l'installation de pompes à chaleur performantes, les pratiques de construction et de rénovation hors site, l'usage de matériaux biosourcés ou bas carbone, comment je fais en sorte que les acteurs s'en emparent. Et ensuite, un dernier sujet qui est important et qui est parfois un peu sous-estimé, c'est comment je donne confiance dans le système et comment je fais en sorte que ceux qui rénovent bien et qui sont des artisans de qualité soient bien ceux qui perçoivent le plus d'aide publique et donner aussi confiance aux consommateurs pour faire rénover leur maison et que ce soit vraiment une rénovation qui fasse économiser de l'argent sur la facture au-delà des considérations environnementales. Et là, il y a un enjeu massif aussi pour s'assurer que les aides publiques et le contrôle qui en est fait soient cohérents avec les actions de rénovation effectuées. Pour vous donner quelques illustrations avant de laisser la place aux questions, donc sur le système de formation, il y a une refonte des labels, de labels de formation dits RGE que j'ai évoqués, une cartographie de toutes les certifications qui existent en lien avec ça et qu'on doit faire évoluer. Et ça, c'est un sujet fondamental, de former les enseignants en conséquence et d'augmenter les places de formation dans certains territoires en fonction des besoins identifiés. C'est vrai sur la formation initiale, c'est vrai également sur la formation continue, en particulier pour les TPE-PME. Ensuite, un point important qu'on a tendance aussi à oublier, c'est qu'il ne suffit pas de se dire « Ok, j'ai besoin de X milliers de personnes en plus, j'ouvre X milliers de places de formation ». On a tendance c'est assez intuitif, mais en fait, un des problèmes qu'on a, c'est qu'il y a un enjeu de rétention forte, puisque aujourd'hui, récemment, ces dernières années, on n'a qu'une petite minorité des jeunes qu'on forme au métier du BTP qui travaillent effectivement dans le BTP. Donc, il ne s'agit pas d'augmenter les places de formation. On a un vrai enjeu d'orientation et de rétention et d'attractivité de ces métiers pour que non seulement des gens ont envie de s'y former, mais d'y travailler après coup. Et ça, c'est vrai de manière globale, mais c'est encore plus vrai si on a envie aussi d'ouvrir ces métiers à des nouveaux viviers
métiers, donc ça il y a des enjeux de pénibilité, d'organisation du travail et d'image, où on a aussi des métiers dont le taux de féminisation est parfois très faible, ce qui limite la capacité de ces métiers à attirer plus de vocations, alors que des métiers pourraient être exercés. Ce qui est intéressant dans le bâtiment, je trouve, c'est que la rénovation ouvre des nouvelles perspectives, où c'est considéré comme très physique, très manuel, difficile, alors qu'en fait on a des nouveaux métiers comme de la coordination de travaux, ou même les pompes à chaleur, ou d'autres métiers de rénovation, qui en fait seront eux-mêmes moins pénibles que des métiers historiques, dans par exemple la construction du gros œuvre, du terrassement. Et donc il y a un enjeu quand même d'image à faire si on veut développer ces métiers. Donc c'est aussi des opportunités nouvelles pour attirer de nouveaux profils dans ce secteur. Et c'est là où il faut qu'on trouve les bons vecteurs de communication collectivement. Il y a eu des tentatives récentes plutôt fructueuses de communication. Il y a une web-série de l'ADEME qui est sortie de mémoire fin 2022 qui s'appelle « T'es refait » pour montrer les gestes et les métiers du bâtiment. Il y a d'autres sujets qui sont en cours avec les fédérations, avec par exemple la Fédération française du bâtiment avait fait sa propre campagne. Donc on a un enjeu de savoir comment s'adresser efficacement à la jeunesse via des réseaux sociaux, des nouveaux canaux. Alors là, c'est un peu tarte à la crème ce que je dis, mais quand même, on a un enjeu de réussir à aller chercher les gens qu'on veut mobiliser. Et on a bien sûr des enjeux dans le cadre du réchauffement climatique de s'assurer que ces métiers soient le moins pénibles possible dans la durée, en particulier en période de canicule pour les travaux extérieurs. Et pour terminer, bien entendu, j'ai parlé d'accompagnement du tissu économique. Et là, il faut aider aussi la filière à être plus efficace en lien avec les travaux de rénovation. Ça veut dire intégrer mieux le numérique, ça veut dire développer certaines pratiques moins gourmandes en matière, comme par exemple des pratiques dites du hors-site, développer davantage de pompes à chaleur, si possible fabriquées en France pour des questions de considération environnementale et de création d'emplois, aider les TPE-PME à se regrouper pour répondre à des chantiers de rénovation globale, puisque si vous êtes une TPE, vous n'avez pas forcément tous les corps de métier pour répondre à certains appels d'offres ou certains chantiers, et également flécher les aides en cohérence avec la qualité des travaux exercés. Et ça, il y a un sujet important de contrôle, d'accompagnement des entreprises, d'accès aux aides, puisque si vous êtes une TPE-PME, vous ne savez pas forcément des dispositifs auxquels vous avez accès, ou vous ne savez pas forcément conseiller votre client dans ce sens. Et bien entendu que plein d'acteurs ont leur rôle à jouer pour ça, l'OPCO constructrice, les branches, les services déconcentrés de l'État. Et maintenant pour nous, et je m'arrêterai là pour la présentation, c'est vraiment un enjeu de mobilisation collective dans ce sens, puisque vous voyez bien qu'on touche à tous les maillons de la chaîne, l'orientation, la formation continue, l'accompagnement des TPE, PME, le dialogue social, les sujets de financement. Et donc c'est là où nous, le bâtiment, c'est un sujet vraiment important pour nous, puisqu'en fait c'est là où les besoins bruts et nets sont les plus forts. Et c'est pour ces sujets-là, en fait, ce sera essentiel, sinon on n'arrivera juste jamais à atteindre nos cibles de rénovation, quand bien même on augmenterait les aides publiques considérablement. Si on n'a pas assez d'artisans formés, on n'aura jamais les chantiers qui se mèneront, on ne réduira pas la précarité énergétique et on atteindra moins nos objectifs climatiques. Voilà un peu pour ma présentation. Merci Emmanuel. Je propose du coup de prendre quelques questions en réponse à cet échange très instructif et diagnostique sur le marché. Et je vous ai mis en attendant la première question. Donc là, vous pourrez voir, on a un site France Nation Verte. Alors on a comme philosophie au SGPE d'être un maximum transparent sur tout ce qu'on produit. Donc si vous y allez, vous pouvez voir pour aller plus loin à la fois notre stratégie bâtiment, des documents qu'on produit pour faire des points 6 à 12 mois après sur où on en est, pour à nouveau être transparent, dire bah voilà, tel chantier avance bien, tel chantier avance moins bien, telle difficulté en rencontre, et aussi des guides pour mieux expliquer derrière chaque brique plus ou moins esthétique que j'ai montré, ce qu'il y a concrètement comme action, comme mesure, ce que ça veut dire et l'impact que ça peut avoir. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse, je fais un peu la promotion de travaux de mes collègues, mais c'est important en termes de mobilisation et de pédagogie. Voilà. Pardon. Bonjour, merci pour votre présentation. Je suis Marie-Laure Maïra, je suis en formation au sein du bootcamp Arsenio sur la coordination BIM chez Léonard. Là, je suis actuellement en période d'immersion, donc j'en profite pour rester au festival et donc j'en suis très heureuse. Ce matin, il y a eu une conférence sur l'adaptation humaine dans le cadre de la transition écologique. Et là, se pose la question, parce qu'effectivement, je vois vos chiffres, la problématique se pose de résoudre les problématiques de l'usager final. Et la problématique se pose en termes de recrutement également par rapport donc, à l'évolution des métiers nécessaires pour ce faire. Au niveau des chantiers, parce que clairement, la difficulté de recrutement, je pense justement à la nécessité de formation, elle se pose à la problématique de pouvoir également améliorer le confort de ces personnes sur les chantiers mêmes. Donc, comme je vois, effectivement, il y a eu une présentation tout à l'heure sur les fermes photovoltaïques pour préserver les cultures, notamment les vignes. Est-ce que les mêmes solutions, peut-être mobiles, pourraient être adaptées
pour pouvoir permettre à des générations ou des personnes en réinsertion de pouvoir voir le métier autrement et leur façon de travailler, finalement, d'exercer des fonctions comme ça, de façon renouvelée aussi. Alors, c'est un bon point. Je n'ai pas la réponse par catégorie de personnes, mais je sais que, parce qu'on en a parlé, j'ai mentionné par exemple la filière nucléaire, ils ont un dispositif, maintenant le nom m'échappe, côté France Travail, d'aider à des personnes à se projeter dans un emploi à travers une simulation. Le nom m'échappe. Mais en tout cas, c'est en cours de développement pour la partie là. Alors, c'est pensé de manière un peu générique pour des personnes qui connaissent mal ces emplois. Par contre, pour la partie insertion, là, je n'ai pas de réponse en tant que telle. Par contre, je pense qu'en matière de découverte des métiers, c'est pareil d'ailleurs, quand je mentionnais rapidement juste avant de cibler des décrocheurs du système scolaire qui connaissent moins ces emplois, de savoir comment non seulement on les prépare à connaître ces emplois avant de s'y former pour leur donner envie. C'est un vrai sujet globalement d'immersion et là il y a plusieurs acteurs qui se positionnent dessus, mais on n'a pas de réponse toute faite, mais ça fait bien partie des sujets. Si je reviens dans nos magnifiques slides à box, nous aimons les box, je suis désolé. Du coup, c'est assez peu lisible de loin, mais si vous... là, nous avons... C'est vraiment pas lisible de loin. Mais du coup, à un endroit, vous avez un sujet... je cherchais sur des... Voilà. Il y a des modalités pour aider les élèves décrocheurs. Vous avez le sujet de rendre les métiers attractifs et accessibles à toutes les catégories de population. Ici, c'est dit de manière assez générique, mais secteur par secteur, en fonction des populations et des types de métiers, on a des modalités sur les métiers, par exemple, de conducteur d'engin. On n'a pas du tout le même accès pour faire découvrir ces métiers que pour la rénovation du bâtiment, le tri des déchets ou les métiers dans l'industrie de soudeur, chaudronnier, etc. Mais il faut regarder ça après secteur par secteur, mais ça fait bien partie de sujets qu'on a en tête. Bonjour, Marianne Kioch, je travaille à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU, et je m'occupe des sujets d'emploi et d'insertion, donc on est en plein dedans. Moi j'ai 2 questions très simples. Quel est selon vous le rôle de la rénovation globale des bâtiments publics et notamment des logements sociaux, puisque dans tout le plan d'action du SGPE, on est surtout sur le résidentiel privé. Or, pour faire muter un outil productif qui est l'outil bâtiment et filière bâtiment, la commande publique et la commande liée au logement social est aussi un énorme levier qui est beaucoup plus à notre main que celui des particuliers. Et ma deuxième question, qui n'a rien à voir, comment France Nation Verte sur ces thématiques s'inscrit dans une logique européenne? Puisque quand on parle de compétences et de réponses entre les pays, vous disiez on ne fait pas 1000 km pour rénover un bâtiment, on ne va pas forcément de Strasbourg à Bayonne, mais on peut venir de Pamplonne à Bayonne, par exemple, en tant qu'entreprise. Donc comment est-ce que ça s'inscrit dans une dynamique européenne de monter en compétence sur ces sujets? Alors, j'ai les réponses sur la première partie. La deuxième partie sera plus compliquée. Sur la partie, alors, si on regarde par exemple la stratégie bâtiment que j'évoquais, on a des slides, des plans d'action liés aux catégories logement social et public. Là, j'ai détaillé beaucoup le résidentiel parce qu'en nombre et en complexité, c'est important et puis ça touche directement les ménages. Là, malheureusement, vous le voyez mal sur ce slide. Par exemple, la partie en bas à gauche qui est en noir, c'est la partie logement social. Donc, le parc social, vous voyez que dans la partie résidentielle, hein, c'est quand même effectivement 17%. Donc, c'est tout sauf négligeable. L'avantage en plus, c'est que vous avez des grands donneurs d'ordre avec qui vous pouvez travailler pour des programmes massifs et groupés d'opérations. Donc ça, on a bien des discussions, on a des trajectoires d'investissement qui sont chiffrées là-dessus et de voir comment, sur la base de d'autres pays, par exemple aux Pays-Bas, ils ont un modèle, Pays-Bas ou Belgique, j'ai oublié, un modèle qui s'appelle Energy Sprong où ils peuvent faire des opérations un peu réplicables, surtout dans des parcs ou un peu des logements standardisés. Donc c'est des sujets qu'on regarde. Et sur le tertiaire, effectivement public, hein, comme je l'ai dit, si vous rajoutez les collectivités et les établissements de santé, vous arrivez à pratiquement la moitié du tertiaire qui est dans la sphère publique, parapublique. Donc en fait, c'est considérable. Et là, on a également un des chantiers clés qui est la rénovation du bâti public, où là, on a chiffré les investissements, ce que j'ai pas mis dans le slide là, et les besoins associés. On n'a juste pas développé en tant que tel les besoins en emploi pour ça, puisqu'en fait, les artisans qui y répondent, c'est un peu le même type de compétences. Mais par contre, en termes d'investissement, d'enjeux de suivi et de discussion avec les grands donneurs d'ordre publics ou parapublics, c'est bien, ou privés, c'est bien des sujets qu'on a. Je les ai moins détaillés, mais par contre, sur notre stratégie en ligne, c'est plus présent. Sur le sujet européen, c'est un sujet plus complexe, parce qu'aujourd'hui, nous, SGPE, effectivement, on a beaucoup travaillé sur le périmètre France. Sur ce qui est coopération transfrontalière, alors on se renseigne sur ce que font d'autres pays. Sur le sujet transfrontalier de coopération immédiate, là, aujourd'hui, nous, on n'a pas travaillé dessus en tant que tel sur ces sujets emploi et compétences.
Par contre, ce sera probablement un sujet qu'on discutera, comme on veut aller préciser les besoins davantage à la maille territoriale. Je parlais un peu du sujet immigration derrière. Dans certains cas, si on dit à un territoire frontalier, on a X milliers de rénovations à faire, mais en fait, avec les gens disponibles, les gens en formation, on peut faire que tant, il faudra quand même qu'on trouve des manières d'atteindre ça. Donc, ça fera certainement partie d'axes à creuser. Mais nous, au niveau national, on n'a pas investigué ça encore. Oui, Christelle Perrin, toujours. J'ai une idée, c'est vous cherchez des compétences, des gens à former, mais parmi les gens salariés, je trouve qu'on pourrait imaginer un congé, non pas pour la formation, mais un congé pour la rénovation. Parce qu'il y a pas mal de... Enfin, c'est une idée qui est venue en voyant mes collègues qui finalement ont parfois les compétences, mais pas le temps. Donc je me dis, est-ce qu'on n'a pas à aller chercher dans le secteur privé un dispositif qui permet aux gens qui souhaitent rénover leur maison de se dégager du temps et que ça soit reconnu. Alors, on a ouvert un chantier, pour le moment, je ne crois pas qu'il a fait l'objet d'une publication, mais qui s'appelle je crois que c'est l'auto-rénovation. Le sujet, c'est comment permettre à des particuliers là-dessus de développer ça en termes d'accès à des contenus, etc. Donc moi, je ne suis pas expert du sujet bâtiment. Je sais qu'il a été envisagé, celui-ci. Je ne sais pas... Honnêtement, je ne sais pas exactement où il en est à ce stade. Ça faisait partie de briques qui étaient investiguées justement pour permettre de résorber une partie de ses besoins. Donc c'est identifié. Il faudra que je me renseigne sur cette partie-là de modalité. Plus globalement, votre question amène à un autre sujet qui est comment on permet à des gens tout au long de leur vie, dans leur parcours de vie, de contribuer à des objectifs, de sécuriser des transitions professionnelles, que ce soit sur leur temps libre ou leur temps professionnel. Et ça, c'est des réflexions, les partenaires sociaux débattent de ça, on discutait de ça récemment. C'est un sujet qui est toujours ouvert, comment favoriser les parcours de vie, sécuriser les transitions professionnelles et permettre à des gens petit à petit, au début peut-être de faire des rénovations sur leur temps libre, d'en faire peut-être leur métier un moment, puis après de bouger, de changer ça. On a aussi le même sujet que la rénovation pourrait se poser sur l'agriculture où on a un manque de main-d'œuvre aussi important. C'est des sujets ouverts parce que c'est des choix d'organisation de société qui ne sont pas évidents, mais je prends le point sur la partie auto-rénovation en tout cas. Merci Emmanuel Schneider d'avoir posé ce contexte et les objectifs à atteindre pour 2030. Je vous propose de rester pour écouter 3 acteurs du terrain qui vont venir nous expliquer comment ils s'adaptent pour répondre à ces objectifs de montée en compétences et d'emploi. Merci beaucoup. Donc j'ai le plaisir d'accueillir pour cette table ronde Christelle Lehello, DG régionale de GTM Bâtiment, filiale de Vinci Construction, délégation Habitat Réhabilitation d'Île-de-France, qui a posé le sujet de la rénovation au cœur de ses activités depuis 30 ans. Merci Christelle. Pierre Maillard, président directeur général du groupe Elio, acteur de référence de la maîtrise de l'énergie en France, à l'origine expert de l'accompagnement au certificat d'économie d'énergie, qui aujourd'hui s'est diversifié dans ses activités, d'accompagnement de A à Z, des études énergétiques jusqu'au partage de financement des projets de rénovation multi-activités. Et enfin, Léla Ternaud, directrice de l'école R. R, c'est aujourd'hui 3 campus opérationnels à Rennes, Biarritz et Bordeaux, qui forment des personnes en reconversion au métier de chef de projet et compagnon à la rénovation énergétique, mais aussi des chefs d'entreprise et salariés aux enjeux du bâtiment bas carbone. Merci d'être parmi nous pour prolonger les échanges. Et je propose de commencer tout de suite pour revenir sur les objectifs de compétences sur les métiers de la rénovation énergétique fixés et relevés par monsieur Emmanuel Schneider. En commençant par nous poser la question de qui est concerné par cette montée en compétences avant de parler des compétences. Et donc je m'adresse à vous Pierre, pour Elio en tant que spécialiste du coup en économie d'énergie et surtout en accompagnant une diversité des acteurs de la chaîne de valeur, de savoir pour vous où se cachent les vrais besoins en montée en compétences sur la rénovation. Merci Pierre. Bonjour à tous. C'est un grand débat, mais aujourd'hui, répondre à cette question-là, c'est avant tout répondre à pourquoi est-ce qu'on massifie aujourd'hui. Et en fait, on est dans une réponse à des objectifs nationaux qu'on s'est fixés au niveau européen, puis au niveau mondial, pour cette transition écologique et énergétique qui s'opère. Et donc en découlent des besoins, et donc des besoins de compétences et de nombre d'emplois aussi.
Nous, ce que l'on voit, on n'est pas expert de la formation. On a un organisme en interne, mais pour nos collaborateurs et pour l'amélioration continue et pour des sujets spécifiques. Mais ce que l'on constate avec nos partenaires, qui sont des entreprises de travaux, qui peuvent être des TPE, des PME, mais aussi des grands groupes, notamment les majors du BTP, ou des collectivités locales en direct, c'est vraiment l'étape 1, c'est l'ingénierie, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'on veut parler et qu'est-ce qu'on veut faire. Trouver des bras, et malheureusement il y en a beaucoup dans le secteur qui ont l'image de il nous manque des bras et c'est tout. Mais c'est pas du tout le sujet, en fait. Trouver des bras, c'est facile, on en trouve, on lance des offres, on a des gens qui viennent. Mais le sujet est vraiment de à quoi on veut les former et comment on va les former et qu'est-ce qu'on attend. Et on a parlé de planification écologique, j'ai envie de dire de planification nationale, avec des enjeux, mais ce dont on a besoin, c'est énormément de stabilité. On ne peut pas créer des filières tant de la rénovation dans des filières de métiers, des verticales, et des filières de la formation, et donc des métiers derrière, le temps de mettre en place ces métiers-là, de les faire évoluer, si on n'a pas une stabilité politique et réglementaire de où est-ce qu'on veut aller et par quels moyens on va y aller. Je prends l'exemple très clair, très simple. Il y a 5 ans, on remettait encore des aides et des incitations financières à ceux qui changeaient leur chaudière fuel. 2 ans après, après ils ont arrêté ça. Après, on est parti sur le gaz. Après, on nous a dit donc le gaz c'était plein, il fallait y aller à fond. Et même on changeait sa chaudière gaz pour 1 €. Enfin, c'était incroyable. Donc il fallait plein de gens qui étaient formés à comment est-ce qu'on change une chaudière gaz. Et puis du jour au lendemain, on arrête. Après, on nous dit qu'il faut des matériaux pour isoler, puis des matériaux biosourcés. Et c'est quoi l'économie circulaire là-dedans? Enfin, il y a beaucoup d'enjeux. L'instabilité réglementaire, elle fait qu'on a du mal à créer une filière derrière dans nos métiers, et une filière de la formation derrière, qui puisse être agile, être réactive. On est ravis de voir, nous, des acteurs de la formation qui se développent, qui sont un peu sur des modes un peu plus start-up, un peu plus agiles, et qui vont être capables de s'adapter à ces fortes évolutions qui sont liées aussi à l'innovation technologique qu'on a dans nos métiers. Mais aujourd'hui, vraiment, l'enjeu que l'on constate, nous, pour nos partenaires, c'est pas vraiment, aujourd'hui, c'est pas de trouver des bras, c'est vraiment de les motiver à se former, motiver ces personnes-là à se former, de motiver nos partenaires à former leurs équipes aux nouveaux métiers. Et ça, c'est pas toujours évident. Il y a une question qui a été donnée sur leur laisser du temps, mais aussi du temps aux salariés aussi pour leur propre formation et qu'ils puissent monter en compétences. Et c'est pas évident parce qu'on a tous la tête dans le guidon, on est tous sous l'eau, on a plein de travail. Donc d'arriver à faire passer ce message-là de la formation, c'est important, tant pour les gens que pour donner du temps pour trouver des formateurs. On va revenir sur la formation un peu plus tard, mais en effet, ce que je comprends, un besoin de monter en compétences avant tout aussi des décideurs et des concepteurs avant l'exécution. Donc Christelle, on parlera bien sûr de monter en compétences dans l'exécution, mais peut-être quel est le reflet que vous avez vis-à-vis des maîtrises d'ouvrage sur cette montée en compétences dans vos activités? Bonjour à tous. Par rapport aux montées en compétences des maîtres d'ouvrage, les maîtres d'ouvrage, ils essayent de suivre aussi les évolutions réglementaires, puisque les services chauffage des grands bailleurs, une fois ils posent du fuel, puis après du gaz, puis après des énergies renouvelables, avec des techniciens qui sont, là je parle par exemple du logement social, mais avec des techniciens qui sont en agence locale qui ne suivent pas toutes ces évolutions, et aussi avec des exploitants de chauffage qui ne savent pas exploiter. Enfin, nous, on a déjà rencontré plusieurs fois, on va installer une pompe à chaleur performante, mais en fait, on ne sait pas la faire fonctionner. Ou le technicien qui sait la faire fonctionner, il n'y en a que quelques-uns en France, donc il faut attendre qu'il arrive. Donc en fait, on n'exploite pas le matériel qu'on a mis correctement parce qu'on n'a simplement pas les bonnes personnes. C'est toute la chaîne qui doit être formée si on veut atteindre les objectifs voulus. Justement, Léna, peut-être pour finir sur cette nécessité d'engager toutes les parties prenantes dans cette montée en compétences avant d'être directrice d'une école de formation comme l'école R. Vous avez eu des activités passées au ministère de la Transformation et de la Fonction publique. Donc en quoi ce plan national qui a été exposé par Emmanuel Schneider concerne bien tous les échelons et tous les niveaux de la chaîne de valeur, selon vous?
En effet, au-delà du bâtiment, je pense que c'est un constat qu'on peut faire de manière assez globale. Il y a 2 écueils quand on forme. Le premier, c'est de ne former que ceux qui conçoivent. Et le deuxième, c'est de ne former que ceux qui font. Et je pense que si on fait l'un ou l'autre, on est forcément dans un écueil. Quand on forme uniquement ceux qui conçoivent, on est dans un risque de non-exécution de ce qui est décidé assez fort. Quand on forme uniquement ceux qui font, on est dans un risque de non-portage des actions, de d'essoufflement des actions et de voilà. Donc il faut absolument éviter ces 2 écueils. Il faut absolument, je rebondis sur ce qui a été dit, former toute la chaîne. Ça me paraît primordial dans tous les domaines, dans ce domaine-là aussi, pour avoir des véritables démarches intégrées, des démarches qui soient partagées, qui soient acceptées, auxquelles tout le monde adhère et qui du coup soient pérennes. Donc en tout cas, nous, R, on est bâti sur ce principe-là exactement, c'est-à-dire qu'on a 3 parcours. Un qui s'adresse aux personnes en reconversion pour former ceux qui font. Un qui s'adresse à des décideurs pour former ceux qui conçoivent, qui sont à l'origine de tous ces programmes, de toutes ces décisions. Et puis un troisième qui est pour former les collaborateurs qui sont donc non décideurs et non demandeurs d'emploi, mais qui sont, dont le métier évolue parce que le domaine est en pleine mutation. Merci Léna. La question de la montée en compétences, c'est aussi de savoir en effet quelles compétences on a besoin au-delà des chiffres. GTM Bâtiment exerce dans les activités de la rénovation depuis 30 ans. Donc vous avez vu les évolutions aussi du marché, des besoins de vos clients également. Donc c'est intéressant de savoir, Christelle, de quelles compétences finalement supplémentaires la rénovation demande dans le secteur du bâtiment. Et comment les évolutions du marché ont fait évoluer ces besoins de compétences pour vous, entreprise ? Dans la réhabilitation qu'on exerce en Ile-de-France, puisqu'on fait 300 millions d'euros d'activité en Ile-de-France, nous, on est passé de, finalement, autrefois, on allait faire un ravalement, ce qu'on appelait un ravalement, donc on n'allait pas isoler. Puis après, on nous a dit, non, finalement, il faut isoler, il faut au moins mettre, on a commencé par mettre 6 cm de polystyrène. Puis aujourd'hui, on nous dit il faut plutôt mettre 14 cm, voire 16 cm sur les façades. Là, je parle juste de l'épaisseur des matériaux rajoutés sur les façades, mais c'est aussi le type de fenêtre, les performances des fenêtres. En fait, l'évolution de la réglementation thermique a fait changer le bâtiment qui lui-même ne changeait pas beaucoup, en vérité. On pouvait s'abstenir, on pouvait prendre un congé sabbatique, on revenait, on n'était pas dépassé. C'est pas comme d'autres métiers. Mais par contre, avec la révolution qui concerne les économies d'énergie, on a vu d'autres types de matériel arriver. Donc maintenant, on voit les pompes à chaleur. On nous dit, non, mais vous allez supprimer votre chaudière que vous avez installée en bas et vous allez mettre sur la terrasse une pompe à chaleur. Ça veut dire que comment on l'installe sur la terrasse? Est-ce que la terrasse est dimensionnée pour porter la pompe à chaleur? Mais la pompe à chaleur, c'est moche, il faut me la cacher parce que je ne veux pas la voir. Et là, je parle très concret. Hein. Et puis après, la pompe à chaleur, elle fait du bruit, elle dérange les voisins. Donc, indépendamment de savoir, je ne sais pas trop l'installer. Et puis après, je ne sais pas si le gars qui va venir, il sait l'exploiter. Donc, c'est ça que nous, on a vu venir. On nous a dit aussi, vous allez surélever les bâtiments, donc il faut faire de la construction bois. La construction bois, c'est pas le gros œuvre que GTM Bâtiment savait faire autrefois. Et puis de même sur les bardages et de même sur les matériaux biosourcés qui sont pas toujours sous avis technique, qu'on n'avait pas l'habitude d'employer, qu'il faut peut-être stocker dans certaines conditions. C'est tout ça qui change nos approches. J'avais d'ailleurs 2 slides sur, je ne sais pas, on va peut-être les voir, en fait c'était 2 slides sur le bioclimatisme, en fait, des façades bioclimatiques. Donc ça, on ne l'a jamais fait auparavant, parce que maintenant on parle du froid, mais on parle aussi du chaud. Et finalement, en proposant des façades bioclimatiques, on arrive à créer un écran par rapport à la façade et arriver à isoler. Mais ça, c'est des changements. Sur la 2e slide, on va voir aussi la 2e slide. Donc ça, c'est ce qui est proposé pour du logement social dans le cadre d'une conception-réalisation. Donc on arrive
on doit rentrer dans les logements, on doit scier les murs de façade pour leur permettre d'accéder à des balcons ou des jardins d'hiver qu'on vient de créer. C'est tout ça qui change par rapport à ce qu'on faisait autrefois. Et en plus de ces nouveaux procédés constructifs et nouveaux matériaux, nouvel équipement, il y a la question des exigences de performance énergétique. Ce que vous mentionnez en préparation de ces tables rondes, c'est la question de l'engagement aussi que vous avez et de la précision des actions de réalisation que vous menez, ce qui change du coup le niveau de compétence qui est attendu également. Oui, c'est-à-dire que en fait, avant on posait de l'isolant et puis si la laine de verre finalement n'était pas très jointive, c'était pas très grave. En fait, il y a une question de compétence, de prise en compte. Pour atteindre des performances élevées d'un point de vue thermique, il faut soigner l'exécution. Et ça demande beaucoup de progrès, y compris pour les acteurs déjà présents. C'est-à-dire qu'avant, on ne mesure pas, donc on me dit je pose 7 cm, je pose 16 cm, mais je ne vais pas trop regarder si je les ai bien posés. Et là, finalement, quand on va commencer à mesurer les performances, là, on voit qu'il faut beaucoup plus d'attention à la qualité d'exécution. Du coup, tous ces nouveaux procédés, ces nouveaux matériaux, ces nouvelles certifications, est-ce que ça implique de créer des nouveaux référentiels de métiers, l'ENA notamment, sur la question des formations et des métiers? Des nouveaux référentiels, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, ce qu'on constate, c'est un besoin vraiment de transversalité dans les approches. De formation notamment, et nous on se positionne toujours en réponse aux besoins qui sont exprimés par les entreprises qui recrutent, parce que c'est pour ça que c'est ce qui nous anime, évidemment, c'est l'emploi, et on en a parlé vu les enjeux de massification qu'il y a. Les entreprises, elles nous font part de besoins de profils transversaux, que ce soit d'ailleurs dans la conception des projets, d'avoir des profils qui soient capables de voir le projet depuis sa conception jusqu'à son chiffrage, jusqu'au suivi du chantier, de faire l'ensemble, et que ce soit aussi côté ouvrier sur les chantiers, d'avoir une vision transversale de l'enveloppe. On en parlait aussi tout à l'heure. De ne pas prendre le sujet par le petit bout de la lorgnette, mais d'avoir vraiment la vision globale de l'enveloppe, de savoir intervenir à différents niveaux et de comprendre les interfaces entre les différents métiers. C'est des profils qui sont hyper recherchés. Donc je dirais la transversalité, pour moi, c'est une vraie évolution dans les besoins qui nous sont remontés et du coup auxquels on répond avec nos parcours qui prennent en compte toute cette transversalité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'adapter évidemment à chaque territoire. Il peut y avoir des spécificités par territoire. Il y a des territoires dans lesquels le bâti ancien a une problématique beaucoup plus prégnante que dans d'autres. Et donc, évidemment, on va s'adapter, on va faire des focus dans ces territoires-là. Ça fait partie aussi de notre enjeu de répondre aux besoins locaux des entreprises qui recrutent. Et je dirais aussi, dans cette partie-là, il ne faut pas oublier les besoins en compétences transversales. Hors champ métier, auquel nous on tient beaucoup chez R et on forme tous nos profils à ça également, parce que les entreprises nous disent qu'elles ont aussi besoin de gens qui ont la bonne posture professionnelle et que ça compte pour énormément des profils qu'elles vont recruter. Donc au-delà de la technicité, il ne faut pas oublier tout l'aspect posture, comportement, communication, savoir travailler en équipe, qui compte pour, je ne vais pas dire un pourcentage, ce serait forcément faux, mais qui compte énormément dans les besoins que nous font remonter les entreprises, que ce soit encore là, côté conception, chef de projet, ou côté ouvrier pour les compagnons. Pierre, est-ce que vous voulez compléter sur ce constat ? Je suis complètement aligné avec ce que dit Léna. Et, cette agilité à répondre un peu aux demandes de marché, elle vient presque pas perturber, mais provoquer un peu les acteurs historiques du secteur et qui arrivent à développer aussi des nouvelles idées, des nouvelles offres. Mais je pense aux historiques. Je pense à l'AFPA, aux Compagnons du Devoir, qui sont des historiques du métier, des métiers liés à notre secteur, à la rénovation et à la formation, et avec qui on travaille. Et on se rend compte qu'ils ont compris la nécessité aussi de travailler ce côté agile, et ce côté vision, comment répondre à une demande qui va être assez temporaire, assez limitée dans le temps, parce qu'elle est très liée aux politiques. Et tant qu'on a
il y a quand même un fond sur la rénovation qui ne bougera pas. On a besoin de rénover des maisons, il y a des maisons qui s'abîment, il y a des maisons qui sont à rebâtir, il y a des maisons... un logement, ça évolue. Là, on parle que du logement, mais d'une façon générale, le bâtiment évolue en permanence. Donc vous avez un besoin permanent de rénovation. Là, ce qui vient s'ajouter en ce moment, c'est ce côté planification écologique, transition écologique et énergétique, et qui nous force à repenser ces métiers-là. Et repenser avec les gens qui sont historiquement dans le secteur, c'est pas simple. Et ça implique, c'est exactement ce qu'a dit Christelle, mais c'est vraiment le côté réapprendre à poser, réapprendre à faire ce qu'on fait, parce que les matériaux sont un peu différents, parce qu'on nous demande une performance un peu plus poussée, un peu plus pointue. Et nous, sur le terrain, vraiment, ce qu'on constate là-dessus, c'est ce besoin de stabilité, de clarification et de « ok, on nous demande d'avoir tel coefficient thermique, et ben, ok, soit, mais maintenant il faut qu'on puisse l'avoir pendant quelques années, le temps de pouvoir former et d'être compétent dessus. Et en permanence bouger dans un sens ou dans un autre, c'est plus compliqué, et ça désoriente, et ça casse l'attrait ou l'attractivité que peut avoir notre secteur, parce qu'il est attractif, et on sait le rendre attractif, mais l'instabilité qui peut régner, parce que quand on le lie aux politiques, c'est problématique. Et donc vraiment, ce côté stabilité, vision. La stabilité ne veut pas dire non-évolution, elle veut dire se donner un cap, et se dire, voilà, tous les 2 ans, tous les 3 ans, il va peut-être falloir gagner quelques points. Ok, pourquoi pas, les acteurs, on saura le faire. Le privé sait le faire et sait se lancer là-dedans. Mais il nous faut cette vision-là, et aujourd'hui, je pense qu'elle est vraiment encore manquante dans notre secteur. Vous mentionnez l'AFPA, et Emmanuel Schneider le mentionnait également, de la nécessité en parallèle de faire évoluer les systèmes de formation pour permettre cette montée en compétences. Il y a différents dispositifs nationaux qui essaient de mettre en face la question de montée en compétences et la formation, que ce soit l'ADEME avec le programme Build Up Skills ou le 3CABTP avec Renault Boost. Et en parallèle, on voit émerger du coup de nouvelles écoles, comme l'école R ou les reconstructeurs, on pourra en reparler avec Elio. Et les entreprises n'attendent pas forcément que le système de formation évolue, donc il y a aussi de se former en interne. Christelle, du coup, à travers ces 30 dernières années, comment vous avez opéré cette montée en compétences pour assurer le développement de votre part propre en interne ? Nous, on a décidé chez GTM Bâtiment d'exécuter une partie des travaux en part propre, en se disant, en fait, nous, on suit le trend de marché, c'est-à-dire que c'est plus la rénovation énergétique que la rénovation à l'intérieur des logements, parce que les grands bailleurs vont privilégier l'enveloppe thermique, parce que finalement, la crise ukrainienne nous aura aidé à prendre conscience de la rareté de l'énergie. Donc, nous, pour accompagner ce marché-là, on se dit, on va devoir faire beaucoup plus de façades, on va devoir augmenter nos compétences en ventilation, on va devoir augmenter nos compétences en pompe à chaleur, mais aussi en chiffrage en fait de ces matériaux et de ces solutions techniques. Et donc on va aller chercher des profils, soit des profils confirmés dans d'autres sociétés, soit des profils qui sortent de l'école, je parle dans le cas de Bac+5, ou soit des gens de terrain, des chefs de chantier, et puis après on va reprendre le processus un peu du bâtiment, d'apprentissage, d'accompagnement. Il peut y avoir aussi, et là je reviens en complément d'une question qui a été posée à Emmanuel Schneider quand on lui a posé la question sur est-ce qu'on peut faire des expériences pour voir si ça nous plaît. Autrefois, il existait un système avec, à l'époque de Pôle emploi, qui s'appelait évaluation milieu de travail. Alors, je ne sais pas si ça existe toujours sous ce nom-là, mais en fait, des demandeurs d'emploi pouvaient être un peu stagiaires en entreprise pendant 2 semaines pour voir si le métier plaît. Ça, c'était en complément de la réponse de tout à l'heure. Mais pour nous, en fait, on essaye de projeter le marché, quel va être le marché demain, pour voir quelles compétences nous manquent. Nous, on dépose les chaudières gaz, on met des pompes à chaleur, on met des énergies renouvelables, du photovoltaïque, donc il nous faut les compétences pour les panneaux photovoltaïques. Donc un peu, on va actionner tous les acteurs. Ça peut être aussi des entreprises d'insertion où on va monter des formations, des contrats pro, des contrats d'apprentissage, les fournisseurs aussi, un peu tous les leviers. Surtout que certains métiers, par exemple comme le bardage, n'ont pas de formation dispensée à ce jour, en fait, directement.
Justement, on se pose la question de l'adaptation des formations existantes, qu'elles soient continues ou initiales. Léna, est-ce que vous pensez que les formations existantes sont aujourd'hui toutes adaptées pour répondre à ces besoins de recrutement des entreprises ? Et pourquoi finalement l'école R, par exemple, s'est créée en complément ces organismes de formation existantes ? Nous, on a été créé sur le principe de format court, donc nos parcours reconversion qui forment des chefs de projet et des compagnons en rénovation énergétique qui sont sur des formats de 2 mois et demi, qui incluent une période d'immersion en entreprise. Et ça, c'est en réponse à un double besoin. Premièrement, le besoin des entreprises de recruter à court terme, voire parfois à très court terme, et donc de pouvoir se projeter sur un recrutement assez rapide. On fait des job dating en amont de nos formations. Ça veut dire que les entreprises, elles nous aident à faire même la sélection des candidats. Et donc, elles vont directement se projeter avec un candidat avant même qu'il soit rentré en formation. Et donc, elles savent que dans 2 mois et demi, elles pourront, si tout se passe bien, recruter ce candidat. Donc ça, c'est la première raison. Et le deuxième besoin, c'est le besoin des demandeurs d'emploi de se projeter dans un projet court. Quand on fait une reconversion, c'est quand même un pari, c'est quand même un risque pris par la personne qui le fait. Donc, c'est un risque qu'on aime bien faire sur une période assez courte et pas forcément sur 20 mois, quoi. Donc, voilà pourquoi ce format court, il répond à ce double besoin et voilà pourquoi ça a été la base de la création de nos parcours reconversion. Et Pierre Elio a également engagé dans un consortium qui s'appelle les Reconstructeurs, qui vise justement à lancer des programmes de formation, ou en tout cas est adossé à des programmes de formation pour accélérer sur cette question de recrutement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Alors plus exactement, on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt. On a rejoint un consortium, c'est un appel à projet, qui a pour but de réunir des acteurs experts de leur domaine. Donc nous, on intervient en tant qu'acteurs de terrain. On est dans le consortium avec un historique et mastodonte qui est l'AFPA, on en a parlé. À côté, on a aussi des sachants tout corps d'État qui sont les compagnons du devoir. Et l'objectif est d'apporter des outils innovants aux acteurs de la formation. Donc ce n'est pas une école de la formation, c'est de travailler sur des acteurs qui vont être sur des outils métiers, des outils innovants pour demain que des acteurs de la formation puissent s'appuyer dessus. Ou des partenaires, donc des entreprises de travaux qui ont des besoins, puissent s'appuyer sur des outils aussi et orienter ensuite leurs candidats, leurs salariés à travers ces outils qui, j'espère demain, pourront être utilisés par l'AIR, par d'autres organismes de formation. Voilà, c'est ça le but des reconstructeurs, ce qui nous a été demandé, c'est l'innovation. Donc on va travailler, il y a une équipe qui se monte et c'est vraiment de la R&D, de la recherche. Comment est-ce qu'on peut mettre un peu de budget, parce que les entreprises, on est tous dans nos métiers, et comment est-ce qu'on peut mettre un peu de budget en consortium avec des sachants dans leur métier pour essayer de challenger un peu les idées historiques et de voir qu'est-ce qu'on peut proposer comme outil à 3 ans, à 4 ans, donc c'est plutôt du moyen terme, hein, c'est un long projet, et c'est dans le cadre de France 2030, donc c'est répondre à la stratégie nationale et dire, ok, commençons déjà à réfléchir à ces sujets-là, et j'en reviens encore une fois, je disais, à ce sujet de stabilité politique, mais c'est de vision politique, comment est-ce qu'en 2030 on peut avoir des outils le plus adaptés possible. Donc c'est ça qui nous a été demandé dans ce consortium. Et la planification en emploi et compétences qui a été présentée, fixer un certain objectif à 2030, qu'on peut ramener chaque année à environ 40 000 candidats qualifiés et formés pour les entreprises. Se pose la question du coup est-ce que les écoles, les organismes de formation aujourd'hui sont en capacité, en tout cas ont les conditions réunies pour remplir les classes, ouvrir des nouvelles pour atteindre ces objectifs. Donc savoir, est-ce qu'aujourd'hui ces conditions-là sont présentes pour vous développer efficacement ? Léna, par exemple, sur l'école R. Alors, on a pas mal de conditions réunies. On est dans un schéma où on a en fait des entreprises qui ont des besoins exprimés clairement. Des candidats, même si on va y revenir un peu après tout à l'heure sur le sourcing, qui sont quand même présents, comme je disais, des profils en reconversion qui ont envie d'aller vers un nouveau projet dans le domaine de la transition énergétique qui a du sens
Donc on a ce moteur-là aussi. On a des formations, nous, et pas que nous, on l'a dit, et heureusement vu les enjeux de massification, qui permettent de répondre à cette transformation de compétences pour aller vers ces métiers-là, pour répondre aux besoins des entreprises. Et par contre, tout ça, ça a un coût. C'est-à-dire la formation des demandeurs d'emploi, elle se finance. Elle est financée par des systèmes qui... eux sont assez complexes et répondent à des processus assez longs et sinueux, qu'on comprend bien évidemment, mais qui du coup fluidifient pas forcément le système. Donc on lance des sessions, on va dire, de dizaines de candidats par dizaines de candidats, mais on n'est pas tout à fait dans du coup les centaines de milliers dont on a besoin. On voit bien qu'il y a un petit décalage temporel. Donc je dirais il y a quand même un sujet de fluidification de ces systèmes-là. Et puis après, il y a aussi d'autres sujets qui émergent quand même en parallèle. Je l'évoquais tout à l'heure, mais on forme aussi, nous, maintenant, des salariés en poste. Parce que le contexte évolue, le chômage n'est pas tout à fait non plus ce qu'il était il y a quelques années. Et donc nous, on a des entreprises qui nous disent moi, les gens, je les ai recrutés, j'ai besoin de les former. Mais je veux dire, je les ai déjà en poste chez moi, je n'ai pas besoin de les recruter, j'ai besoin de les former. Donc on a aussi ce sujet qui est un autre canal de financement du coup et de mécanisme d'une entreprise qui va directement nous solliciter pour former les personnes qu'elle a pour faire évoluer leurs compétences. Justement, peut-être un levier finalement en complément financement public de la formation, c'est financement privé également des entreprises elles-mêmes qui peuvent faire monter en compétences le vivier déjà existant de travailleurs. C'est d'ailleurs inclus dans les objectifs du secrétaire général de la planification écologique du transfert de compétences. Christelle, est-ce que c'est si facile de faire un transfert de compétences de la construction du neuf à la rénovation notamment? Alors c'est pas si facile, j'ai 2 slides là pour illustrer. En fait, ce que Léna évoquait, c'est l'aspect comportement, c'est-à-dire quand on va faire de la rénovation énergétique. Là, on voit une première slide, ça c'était pour illustrer, c'est un mémoire technique sur une conception-réalisation. En fait, nous, les bâtiments, ils sont occupés par des gens. Il y a des gens derrière la fenêtre, il y a des gens. Ce que n'ont pas du tout les gens du gros œuvre. En fait, quelqu'un qui arrive pour un chantier de gros œuvre, il arrive, il est vide, il repart, il est vide. Il n'a pas besoin de maintenir, par exemple, je prends un exemple, la télévision pendant la Coupe du Monde, vous voyez. Alors que nous, on sait qu'on est mort si on ne maintient pas la télévision pendant la Coupe du Monde. Donc il y a vraiment une attention à avoir aux résidents. Je parle quand on fait du milieu occupé, puisqu'on fait aussi beaucoup de milieux occupés. Et donc ce qui me paraît important, c'est le comportement, c'est ce qu'a signalé Léna, c'est-à-dire qu'après on attend un certain comportement des ouvriers qui vont intervenir dans le cadre de la rénovation énergétique, qu'on n'avait peut-être pas besoin d'attente dans le cadre des travaux neufs. Après, c'est vrai qu'il y a on a pris des gens, par exemple, qui faisaient du traçage dans le neuf. Quand vous faites un chantier de bardage, il y a beaucoup de traçage. Alors, il n'est pas horizontal, il est vertical, mais ça marche quand même. Donc, il y a certains métiers qui sont transposables sous réserve que les gens aient les comportements adaptés à ça. Donc, faire monter en compétences et former en conséquence, c'est pas forcément les seules conditions pour accélérer la rénovation. Il y a la question de l'attractivité de toute façon de ces métiers en inconditionnel pour renforcer justement l'attractivité du marché de la rénovation. Commençons peut-être par la question des personnes qualifiées et formées. Est-ce que aujourd'hui, Léna, il y a des difficultés à sourcer des personnes qui ont cette vocation, qui sont intéressées pour la rénovation. Et si oui, il y a des difficultés, comment on peut y remédier finalement pour renforcer cette attractivité? Alors, la question de l'attractivité, il y a déjà, là, je pense, la question historique de l'image du secteur du bâtiment, quand même, qui est ce qu'elle est, qui fait qu'on part déjà on part pas du secteur le plus attractif.
Ensuite, les sujets de rénovation, de transition énergétique du bâtiment ont plutôt tendance à redorer cette image et à donner du sens pour ceux qui veulent rejoindre le secteur. Donc ça va attirer notamment des profils féminins, d'ailleurs, on le constate davantage. On a quelques femmes de temps en temps dans nos promotions de compagnons. Donc voilà, on arrive à recruter quelques femmes comme ça. Chef de projet, on a des profils toujours à peu près mixtes, des groupes mixtes. Mais clairement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, les chefs de projet, en général, ils sont dans un vrai projet de changement, de quête de sens par rapport à leur vie professionnelle antérieure. Et donc, ils viennent facilement à nous et on voit qu'il y a ce moteur. Voilà. Les compagnons, il faut davantage aller les chercher. On a un vrai travail vraiment d'aller chercher les profils et de les convaincre parfois qu'ils sont en capacité de faire ce pari. Et voilà, on a un effort supplémentaire à fournir. Il y a plusieurs freins. Donc, il y a déjà, je pense, un frein qui est lié à l'information. Il y a vraiment une nécessité de faire connaître ces métiers, ce qu'ils sont, le sens qu'ils peuvent donner à un projet professionnel. Donc, faire connaître, je dirais, c'est vraiment la base, c'est le premier frein. Ensuite, deuxièmement, il peut y avoir des barrières. La barrière de la langue, je pense à nos parcours. Nous, par exemple, on ne forme pas à la langue française, donc il faut qu'ils maîtrisent la langue française en arrivant dans nos parcours, suffisamment pour suivre le parcours. On peut avoir des freins de type posture professionnelle. Donc là, nous, notre travail, c'est de mettre en place des partenariats, et on le fait de plus en plus avec des structures qui, elles, vont faire ces sas de préparation à la formation. Donc ça, c'est un levier qu'on peut utiliser pour former à la langue française, pour avoir un premier module de posture pro, pour intégrer ensuite la formation. Donc ça, c'est des leviers qui vont permettre de pallier ça. Puis après, je dirais, il y a une troisième catégorie de freins, c'est les freins psychologiques. Et ça, c'est les plus tenaces. Et on y travaille aussi chez R, puisqu'on les accompagne justement sur ces aspects transversaux pour accompagner leurs projets professionnels. Il faut parfois convaincre les gens que oui, ils peuvent faire ça. On a une culture qui n'est pas globalement, tous, qui n'est pas forcément ouverte au changement de métier, au virage professionnel. Il y a une certaine réticence par rapport à ces virages professionnels qu'il faut encore beaucoup travailler aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de progrès de fait, mais toujours parfois la vision de « je change de métier, c'est un échec », ça reste quand même parfois ancré dans les esprits. Or, changer de métier, ça peut être vraiment un sauvetage pour une vie professionnelle. Donc, il y a ces freins psychologiques qui sont les plus tenaces. Et on y travaille avec les stagiaires au quotidien, en les accompagnant, en leur montrant que oui, ils peuvent y arriver et en leur prouvant qu'ils y arrivent parce qu'ils décrochent un job en 2 mois. Mentionner qu'en effet, la question de la rénovation énergétique, c'est un moyen de renouveler l'image du bâtiment, parce que c'est porteur de sens pour tous. Pierre, l'entreprise Helio, c'est une entreprise très jeune qui porte cette question de sens, d'intérêt général dans votre mission d'entreprise, finalement. En quelle mesure, justement, l'attractivité des métiers de la rénovation, c'est un moyen aussi de renouveler l'attractivité et la rétention pour les entreprises dans le secteur? Très jeune dans plusieurs sens. On a 15 ans, on s'est lancé il y a 15 ans. Et on est très jeune peut-être en moyenne d'âge. On a une 30aine d'années de moyenne d'âge qui vieillit au fur et à mesure, parce que nos collaborateurs restent parce qu'on essaie de mettre du sens dans le travail. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une société qui a besoin qui est en quête de sens, de retrouver des valeurs, de savoir dire oui, de savoir dire non, le savoir-être. Léna en a beaucoup parlé, mais la posture, le savoir-être, c'est primordial en fait en entreprise. Savoir se comporter, savoir se tenir avec et savoir vivre en équipe. Je pense que des gens, c'est ma conviction, mais Léna me corrigera sûrement, mais quelqu'un qui a le savoir-être et qui a de la motivation, il peut gravir des montagnes, il peut les déplacer. En fait, s'il est motivé et s'il a faim, s'il a envie et qu'il trouve du sens dans ce qu'il fait, je pense qu'il peut aller très loin. En tout cas, nous, c'est ce qu'on espère proposer aux collaborateurs qui nous rejoignent. C'est ce côté sens au travail,
sens dans ce qu'on fait, sens dans ce qu'on est et sens dans là où va aller l'entreprise. Et on essaye de beaucoup communiquer et parler là-dessus. Donc on a des exemples bêtes, on aurait beau être dans une entreprise dans le privé, notre objectif c'est de réinvestir 100% des résultats, à la fois pour les collaborateurs, pour le développement de l'entreprise et pour des projets qu'on estime à impact. Il y a beaucoup de greenwashing et tout dans le secteur. Mais nous, on essaie d'être très terre à terre. Et quel est l'impact de l'euro qu'on va investir? Est-ce que ça va être pour le collaborateur, pour les développements, parce qu'il faut qu'on se développe, parce qu'il faut qu'on évolue, ou pour ces projets-là qu'on estime qui vont changer un peu, qui vont peut-être à leur petite échelle, mais apporter un sourire, apporter un peu de joie de vivre. Et il faut remettre un peu de positivisme. Aujourd'hui, dans notre monde, on a évoqué la guerre en Ukraine. Quand vous ouvrez les médias, c'est la catastrophe tous les jours. Mais il faut remettre du positivisme, il faut remettre de la joie de vivre, et il faut remettre du sens. Et je pense qu'avec des valeurs, aujourd'hui, on a un peu laissé tout ça à l'eau, mais au contraire, je pense qu'en remettant tout ça, et en se réembarquant, on peut se dire les choses et on peut avancer. Et une équipe de rugby, elle peut gagner que si on est tous ensemble et qu'on pousse la balle au fond. Et s'il y a quelqu'un qui est tout seul, ça ne marchera pas. Et s'il y a un trou dans l'équipe, eh ben on va perdre la balle aussi, on va se prendre un essai. Donc c'est vraiment le côté équipe et le savoir-être, en tout cas pour nous, chez Helios, c'est le primordial. Christelle, chez GTM Bâtiment, cette question de sens ou d'attractivité, aussi de rétention aussi des salariés sur le métier de la rénovation? Oui, ben là j'ai une slide, il faut passer... c'est pas la prochaine, ce sera la suivante. En fait, chez GTM Bâtiment, on a créé une marque nationale en fait, de Vinci Construction qui s'appelle Léor, c'est la prochaine slide, qui s'appelle Léor et qui a vocation à exécuter en production propre nos travaux de rénovation énergétique, c'est-à-dire là pour le coup ça donne du sens de le faire nous-mêmes puisqu'en fait il y a un marché qui se développe et on a voulu l'adresser pour les maîtres d'ouvrage qui pour certains ne travaillent pas forcément en entreprise générale et on s'est adressé on adresse le marché des copropriétés, on adresse le marché, on en a parlé tout à l'heure avec Emmanuel Schneider, des équipements publics, donc des écoles, on fait une école à Choisy, on fait une mairie à Ivry, on va faire un lycée à Luzarches, on a repris les façades de l'hôpital sud francilien et on le fait avec nos propres compagnons. Et à ce titre, je leur ai posé la question avant de venir ici en disant mais finalement pourquoi toi tu fais de la rénovation énergétique? Alors c'est vrai qu'ils se demandent pourquoi je leur pose la question puisqu'ils y sont déjà. Et en réfléchissant, en fait très souvent ce qui vient, alors certains c'est la question du sens, c'est évident, on entend tous les jours à la radio le changement climatique, tout. Donc certains il y a une forte orientation là-dessus et d'autres oui, mais nous on a de la chance parce que nous on fait de la façade, donc nous les gars quand on a fini un chantier on prend toujours la photo de ce qu'on a fait et tout, donc c'est l'image et certains d'ailleurs le revendiquent clairement, même par rapport à un plombier qui viendrait refaire une salle de bain, il dit oui mais nous ça te voit de l'extérieur et vraiment on embellit, on requalifie finalement les bâtiments, on voit le confort qu'on y apporte et on voit aussi c'est pas que du confort en fait, c'est pas que des installations techniques qu'on voit pas comme on le ferait dans une chaufferie, c'est aussi l'esthétique des façades. Donc nous à travers Léor, on a souhaité adresser ce marché, aller avoir les compétences nous-mêmes pour faire tous ces métiers, traiter l'enveloppe complètement pour les marchés de copropriété, les marchés encore d'état séparés, les équipements publics et le tertiaire également. Donc c'est un moyen quand travailler l'attractivité, c'est aussi adapter du coup vos activités et vos pratiques en créant aussi des nouveaux leviers marketing, à la fois pour marque employeur comme vous l'avez dit, mais aussi à destination des maîtrises d'ouvrage. Et ça implique parfois aussi de penser des nouveaux modes de fonctionnement, voire de modes de financement, de se réinterroger dans ces pratiques. Voilà. Je sais que GTM a lancé des choses. On va le voir sur la prochaine slide, ce qu'on a proposé dans le cadre d'un chantier qu'on exécute. Alors c'est un exemple puisque c'est un très gros chantier qu'on exécute à Nanterre de transformation d'immeubles de bureaux en logements avec une filiale de Vinci qui s'appelle Adim
Et ADIM a proposé au maître d'ouvrage, dont donc c'est INLI, mais avec un financeur, avec AXA, de remplacer les chaudières gaz partiellement par de la biomasse. Et c'est à ce titre qu'on a fait une proposition au maître d'ouvrage. On va le voir sur la prochaine slide également, les avantages et les inconvénients. Donc on a proposé au maître d'ouvrage d'alimenter, donc ce sera une très grande résidence étudiante et de co-living, puisqu'il y a environ 500 chambres, 600 ou 650 lits, et on a proposé de décarboner finalement les énergies au travers d'une chaudière biomasse. Et c'est là où tout ça, ça participe. Alors là, c'est plus l'encadrement dans un premier temps qui le propose. En fait, c'est de l'ingénierie financière, c'est des études techniques, mais c'est tout ça qui donne tout le sens à notre métier. Parce que là, on est au carrefour de plusieurs problématiques. C'est pas que les économies d'énergie, c'est pas que l'adaptation aux défis climatiques, c'est aussi l'adaptation, on en parlait tout à l'heure pour les formations, mais Schneider disait il y a peut-être des formations qu'on aura moins besoin et d'autres qu'on aura plus besoin. Nous, en Ile-de-France, on a peut-être besoin, dans certains endroits, de moins de bureaux, et par contre, on a besoin de plus de logements. Donc on essaye, par exemple, sur un site comme Nanterre, la Cité des chercheurs, de réunir tout pour la ville, de transformer ces bureaux inoccupés en résidence de co-living, d'isoler le bâtiment et en même temps de décarboner les sources d'énergie. Peut-être avant de finir cette table ronde et laisser la place aux échanges, aux questions. En préparant cette table ronde aussi, vous avez tous évoqué à votre manière, de manière transverse, sur cette question d'attractivité des métiers de la rénovation, la nécessité aussi d'engager une révolution un peu culturelle sur le métier et de changer certaines mentalités autour de la question de la rénovation dans ce contexte d'adaptation au changement climatique. Pierre, vous évoquiez justement changer les mentalités aussi dans le monde de l'ingénierie et des écoles pour redorer un peu l'image qu'il y a derrière la rénovation. Oui, je pense que changer l'image est très important, ou en tout cas de donner la vraie image ou la bonne image. Aujourd'hui, et je rejoins Léna sur le point des femmes, et aujourd'hui, c'est très compliqué, l'ensemble de nos partenaires ont très peu de femmes qui postulent à leur métier. Et pourtant, ce ne sont que des a priori. Et j'ai un des partenaires qui installe des panneaux photovoltaïques. Il a 2 équipes. Dans ces 2 équipes, la mixité. Mais il a fait la promotion en direct et devant un grand nombre de personnes directement de ces 2 personnes-là. Et ça n'avait rien à voir avec le fait que ce soit des femmes, au contraire, et elles étaient plus que compétentes. Elles sont plus que compétentes parce que c'est des personnes qui sont passionnées, qui sont attirées par le secteur et qui ont été formées et qui croient dans ce qu'elles font et qui se lèvent tous les jours et tous les matins en se disant qui comprennent pourquoi elles vont au travail et qui ont donné du sens à leur vie, qui sont épanouies. Et ce côté pouvoir s'épanouir dans ces métiers-là, je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse redonner ce message-là. C'est oui, dans les métiers de la rénovation, on peut s'épanouir et on ne rénove pas de la poussière en fait. Rénover, réhabiliter, mais c'est passionnant et c'est très régulièrement bien plus technique que d'aller faire uniquement du neuf ou de partir sur des plans et de suivre les DOE, etc. Ce n'est pas une critique envers le neuf, c'est juste de dire la réhabilitation et la rénovation, c'est technique. Et donc oui, il y a beaucoup d'ingénierie dedans. Il faut travailler ces sujets d'ingénierie. Et là, on en revient au sujet des écoles. La mixité augmente. Là, on est presque au niveau des 50-50 dans les écoles d'ingénieurs sur le papier. Mais après, c'est comment est-ce qu'on convainc les personnes, et notamment le sexe féminin, de pouvoir rejoindre nos métiers. Parce que c'est important. Chez Elio, on a lancé Elio Women pour essayer justement de promouvoir et d'expliquer que on a des hommes et des femmes qui s'épanouissent chez nous et qu'on peut s'épanouir et que la diversité est importante pour pouvoir recruter, se développer dans une entreprise. Et changer les mentalités aussi, c'est changer les mentalités de vos partenaires, voire de vos clients. Est-ce que Christelle, il y a une question aussi de changer les mentalités des maîtrises d'ouvrage, de vos partenaires, sur la question notamment du partage de responsabilités sur les engagements pris dans les projets de rénovation énergétique ?
Oui, enfin on a une expérience où on avait fait un contrat de performance énergétique où finalement on fait des calculs de simulation thermique dynamique, où on fait des hypothèses. Par exemple, si on prenait ces locaux ici chez Léonard, bon, bah, si on faisait cette simulation, bah, il y a un moment on se dit bah, ça fonctionne de telle heure à telle heure, c'est chauffé de telle heure à telle heure, et on se rend compte que c'était un établissement scolaire où le maître d'ouvrage, bah, il respecte pas du tout les conditions de la simulation du départ, donc il n'atteint pas la performance énergétique. Et là, ça pose toute la question. On revient à la question du début sur la formation de tous les acteurs de la chaîne. Parce que du coup, ils ont une gestion technique du bâtiment, mais ils ne savent pas l'exploiter, ils ne respectent pas les conditions d'utilisation, donc ils n'arrivent pas à avoir finalement les résultats voulus. Et ça, j'ai envie de dire, ça pourrait s'adresser à n'importe lequel d'entre nous si quelqu'un venait lui proposer, un artisan, de rénover sa maison en lui disant vous allez gagner tant. Mais si c'est pour laisser les fenêtres ouvertes, si c'est pour baisser les volets alors qu'on aurait pu avoir des apports solaires, il y a aussi tous ces changements-là à faire, à s'adapter. Finalement, puisque je reviens sur la question de départ, hein, l'adaptation, c'est aussi ça l'adaptation. Hein. On baisse les volets quand il y a du soleil parce que maintenant ça chauffe trop. Et c'est une question qui a été abordée d'ailleurs tout à l'heure. On a parlé de panneaux solaires, c'était avec Emmanuel Schneider en disant qu'est-ce qu'on peut faire. Bah, nous, par exemple, pour les bardeurs, bah, moi je dis essayez de faire les façades sud en hiver. Bah oui, j'ai un bâtiment, il y a une façade sud, si je la fais en été, maintenant on a des températures très importantes, on ne peut pas physiquement travailler. Enfin, moi je suis monté, très vite, on ne peut pas travailler. Donc s'adapter aussi là-dessus, c'est ça. Mais à ce moment-là, il faut dire au bailleur qu'on va exécuter plutôt telle façade à telle période de l'année. Ça aussi, c'est s'adapter. Mais on peut avoir des maîtres d'ouvrage qui ont dit « Ah bah oui, mais ça m'embête parce que moi j'ai dit à mes locataires ou j'ai dit à mes résidents qu'on ferait tel bâtiment avant tel autre. Alors si je vous écoute, voilà. C'est là où on doit changer tous de mentalité et s'adapter. » Et changer du coup les modes de collaboration et de partenariat. Oui. L'école R, c'est un peu votre mode de fonctionnement finalement, d'être en logique d'écosystème. Est-ce que vous avez des exemples Léna, justement, de mode de collaboration que vous proposez entre parties prenantes sur le sujet? Oui, nous, on est complètement construit sur la base de multiples partenariats, puisque on travaille avec un réseau de professionnels, des entreprises qui sont à la fois nos formateurs, qui sont les recruteurs in fine de nos stagiaires, qui sont des lieux d'accueil parce qu'on organise des visites de chantier, des visites d'entreprise, des immersions d'entreprise, donc ils sont aussi des lieux d'accueil pendant les parcours, et qui sont des membres de nos jurys de validation de fin de parcours, et certains qui cumulent toutes ces casquettes, ou plusieurs en tout cas. Donc nous, on est complètement dans un écosystème d'entreprises, et je dirais même, j'ajouterais d'entreprises locales, puisqu'évidemment, comme c'est de l'emploi à la clé, l'intérêt c'est que justement ce soit des acteurs locaux qui recrutent localement et qu'on arrive comme ça à nourrir les bassins. Donc ça, on est construit comme ça. On travaille en fait avec les expertises qui sont présentes localement, et on fait avec, et on fait pas à la place d'eux. Voilà, nous, on vient comme agrégateur de compétences locales existantes pour les mettre en musique et permettre aux stagiaires d'avoir un parcours transversal, y compris avec des organismes de formation d'ailleurs, puisque le CFA, par exemple, intervient sur nos parcours pour certains modules techniques. Enfin voilà, on travaille dans un écosystème de partenaires hyper riche et sur lequel on s'appuie constamment. Pierre, peut-être en rebond et peut-être en complément cette question de l'importance de renouveler la collaboration entre les acteurs de la chaîne de valeur. Peut-être sur la question de votre expertise, sur le financement, est-ce qu'une meilleure collaboration permettrait aussi d'innover sur de nouvelles logiques de financement pour la rénovation entre différents acteurs, différentes expertises? Oui, je pense que la collaboration est toujours bonne, tant qu'elle est efficace et qu'on ne fait pas de la réunionnite ni des doublons de prise de sujet. Mais le réfléchir ensemble, je prends l'exemple du consortium dans lequel on est, oui, c'est très bon. La collaboration, elle porte beaucoup de fruits.
on est partenaire de Vinci, on est partenaire d'Air sur certains sujets, on envoie des formateurs. Oui, je pense que discuter, challenger, se rendre compte de ce qui est vécu par l'autre est toujours bon. C'est pour nous un point important. On aime beaucoup ouvrir nos portes chez nous pour que les gens puissent venir visiter, comprendre nos métiers. Et on essaie de le faire énormément avec le gouvernement, parce que faire évoluer les règles de financement, oui, mais c'est pour ça qu'on essaie d'attirer les élus, le gouvernement, les décideurs, pour qu'ils se rendent compte de l'impact que peuvent avoir leurs décisions, leurs idées, leurs tests, et que ça a des impacts réels sur la vie des entreprises, sur la vie des personnes. Et donc l'idée pour nous, c'est de régulièrement être capable d'ouvrir nos portes avec nos partenaires, avec nos collaborateurs, et de leur faire vivre nos métiers. Et c'est un point qu'on va essayer de relancer encore cette année, l'année prochaine, sur des journées un peu portes ouvertes. On fait naturellement avec certains partenaires qui ont besoin de comprendre nos métiers, qu'on leur explique la chaîne de valeur, qu'on leur explique toutes les parties prenantes quand on veut faire une rénovation ou une réhabilitation d'un logement ou d'un bâtiment ou d'une industrie ou d'une collectivité qui décide de réhabiliter tout un logement, et de voir l'ensemble des parties prenantes, de l'ingénierie technique, d'analyser les consommations, de voir l'objectif, ok, on va arriver à telle consommation in fine, et donc d'avoir un ensemble de préconisations de travaux, puis de les budgéter, de ces budgets-là les faire tourner dans la moulinette des aides pour arriver à réduire et arriver à un reste à charge le plus faible possible, pour qu'on puisse avoir un go chantier de la part du maître d'ouvrage, ensuite de suivre les travaux, et je rejoins ce qu'a dit Christelle, le suivi de la performance énergétique a posteriori des travaux. Comment est-ce qu'on s'assure, c'est bien beau de faire des travaux et de faire des promesses, mais comment est-ce qu'on s'assure et comment est-ce qu'on peut prendre la responsabilité de l'atteinte de la performance énergétique a posteriori des travaux. C'est ce que l'on propose chez Elio, c'est ce que l'on propose avec des partenaires comme Vinci, c'est d'en prendre la responsabilité, de faire des contrats à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans, en disant on a fait des promesses, on a fait des préconisations, maintenant on va le suivre. Et on va le suivre et on va avoir des pénalités ou des bonifications si jamais on est un peu plus efficace ou si on est un peu moins efficace. Merci Pierre. On me dit que le temps est bientôt imparti. Peut-être si on a quelques questions dans la salle pour aux intervenants. Bonjour à tous, Louis Cotin de chez Léonard. Je vais un peu prêcher pour ma paroisse, mais pour l'attractivité, il me semble que l'innovation et le déploiement de solutions innovantes et technologiques, on en a déjà parlé avec Christelle, pour être vraiment un facteur d'attractivité pour la rénovation. Je pense à la robotique, les solutions d'IA, les solutions de capture et d'identification de quel plan on met en place pour la rénovation de bâtiments, pourrait vraiment amener à créer de nouveaux métiers au sein de nos entités, voire à attirer d'autres talents et d'autres profils. Plus une remarque qu'une question. Pas de questions ou de compléments. Christelle, si tu veux rebondir sur la question d'innovation. Voilà, je réponds sur cette question, puisqu'en fait, on essaye de réfléchir à des solutions de mécanisation un peu plus poussées, avec une filiale de Vinci Énergie qui s'appelle Actemium, enfin avec la marque Actemium de Vinci Énergie qui intervient pour l'industrie, et notamment pour diminuer la pénibilité, ce qui va dans le sens de l'attractivité des métiers de la façade. Je vous remercie tous les trois, Pierre, Léna et Christelle, d'avoir pris le temps avec nous.